Monsieur Parent, docteur Parent, qu'est-ce que vous voulez commencer? Oui, il soit de micro. Monsieur Nazali, je vous remercie. Alors, je n'ai d'expert en fait qu'une expérience de terrain un petit peu longue maintenant, puisque ça fait un peu plus de 30 ans que j'exerce sur le département de l'Essonne et que nous utilisons des outils qui, historiquement, sont des outils numériques, puisque, ayant exercé sur SOS Médecins, déjà en 87, nous avions évidemment nécessité d'avoir numérisé les données pour que le médecin puisse aller au domicile du patient. Alors, la médecine, depuis toujours, a été une relation entre un médecin ou un soignant et son malade, et on appelle ça le colloque singulier. Le colloque singulier, c'est un échange bilatéral qui est protégé, c'est la définition, et qui se fait en confiance. On voit bien que ce colloque singulier aujourd'hui peut être remis en cause par la pratique et les usages numériques que nous avons. Dans les années 70 sont apparues les premières notions de numérique dans la santé, puisque c'est dans les années 70 que l'on a commencé à parler du DMP, le dossier médical personnel de patients, enfin il y a eu plusieurs intitulés, années 70. Dans les années 2010, il y a eu d'un seul coup une accélération très forte de du numérique dans la santé. Les médecins commençaient à s'intéresser, et on y pensait pour eux aussi, pour optimiser leur temps de soignants, pensant que l'outil allait leur faciliter et leur faire gagner du temps. Et puis, la population était de plus en plus appropriée à l'usage des smartphones, puisque le premier iPhone, c'est 2010, mais les premiers smartphones avec des écrans tactiles, c'était quelques années avant. Et donc, dans les années 2010, on a eu vraiment une accélération très forte de l'usage du numérique dans notre environnement médical. Pas toujours très bien contrôlé, sans doute pas très bien sécurisé non plus, mais le chemin a continué et on voit qu'aujourd'hui, avec le plan santé 2022, nous sommes en plein dans la projection du numérique qui va être partout dans la santé et dans la prise en charge de nos patients, puisque dans ce plan santé 2022, il est prévu deux grands axes. Un axe tourné vers les professionnels de santé, avec des plateformes de services numériques. Donc là, tout est écrit dedans, c'est-à-dire que les professionnels de santé vont être amenés à être connectés à ces outils-là. Et puis également, et ça c'est quelque chose d'important, puisque ces plateformes, ces outils numériques vont aussi être tournés vers le patient, puisqu'il va y avoir des espaces de données accessibles aux patients et gérés par le patient. Donc ça, c'est l'évolution que l'on a pu voir sur 30 ans de cette arrivée du numérique dans la santé. Alors, je vais vous donner, moi, 3 exemples de mon expérience, et puis après, on pourra probablement échanger là-dessus. Je vous l'ai dit, en 87, quand on démarrait SOS Médecins sur l'Essonne, nous étions déjà sur du numérique. Et je me souviens à l'époque avoir travaillé avec un réseau de soins palliatifs. Et nous avions dans notre outil mis quelque chose qui était vraiment très en avance. On avait une information que l'on avait dans notre système quand le patient était pris en charge par un réseau ce réseau de soins palliatifs et que nous étions amenés à le voir la nuit chez lui. Notre objectif était à l'époque, et ça a été évoqué tout à l'heure, d'avoir simplement la connaissance qu'il y avait peut-être un tiers de confiance, qu'il y avait des directives anticipées, enfin juste des choses extrêmement importantes pour certaines situations et que sans ça, nous n'avions pas. Dans les années qui m'échappent un petit peu maintenant, mais je dirais peut-être 2000, la création de la ZIP. Bon, probablement les années 2000, à peu près. La ZIP, vous savez, c'est l'agence de sécurité de l'information médicale, qui est une instance qui vérifie le bon usage du numérique, qui conseille les protocoles et qui éventuellement édicte quelques normes pour les outils numériques que nous utilisons. L'agence venait de se créer et j'ai eu l'occasion d'aller présenter nos usages et nos outils de médecins de permanence de soins au directeur. Et dans ma démonstration, je lui montre cette fonctionnalité qui, moi, me semblait quelque chose d'extrêmement valorisant, de dire, voilà, on a connaissance d'une directive anticipée. Et là, ce directeur m'a dit, écoutez, vous êtes juste hors la loi, donc, docteur, vous êtes gentil, mais le discours est terminé. En fait, il est vrai qu'à l'époque, nous n'étions pas hors la loi, juste il n'existait pas les outils qui permettaient de faire autrement, mais le fait de détenir une donnée qui était générée par un autre tiers, une donnée de santé générée par un autre tiers, eh bien, nous n'avions pas le droit, nous, de la détenir avant d'avoir déjà pris en charge le patient. Bon, on voit bien que les choses ont évolué, puisque maintenant, au contraire, nous sommes dans des problématiques de coordination
Et là, la coordination aujourd'hui, c'est la vraie grosse valeur ajoutée, je dirais, du numérique dans la santé, c'est de pouvoir justement avoir une information pertinente, quel que l'on soit comme acteur de soins ou de prise en charge du patient. Alors, prise en charge du patient, c'est un autre sujet qui a été un petit peu évoqué tout à l'heure, mais on est encore un petit peu gêné aux entournures par les textes aujourd'hui là-dessus, parce que partager de la donnée de santé avec un non-professionnel de santé aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Et pourtant, probablement qu'il va falloir évoluer là-dessus, parce qu'on sait bien qu'auprès de la plupart, enfin de certains patients un peu chroniques, un peu graves, un peu handicapés, eh bien, c'est pas le soignant qui est le plus fréquemment au contact et qui est le plus à même. Je vais entendre une réflexion, madame, qui est tout à fait pertinente et que je saurais retenir, de l'aidant qui doit être identifié comme étant un aidant. Je trouve ça extrêmement important. Bon, donc on voit que le numérique a encore du chemin à faire. Vous voyez, il y a quelques 10 ans où on n'avait pas le droit de connaître une information médicale qui était détenue par un autre tiers, et puis aujourd'hui où la limite, elle se trouve avec le non-professionnel de santé par rapport au professionnel de santé, je pense qu'on va pouvoir faire avancer encore un peu les choses. Et donc, ma deuxième expérience, après SOS Médecins, c'est donc d'avoir, il y a quelques années, 4 ans maintenant, sur l'Essonne, développé une application qui est une application justement numérique de coordination. Et donc, l'application consiste à pouvoir mettre des professionnels de santé en relation les uns avec les autres, autour d'un patient, et pour pouvoir échanger justement de la donnée pertinente pour que la prise en charge soit la plus complète possible et qu'elle soit coordonnée. Bon, on voit bien que ce sont des outils qui sont assez nouveaux et qui nous permettent aujourd'hui, avec une association dans l'Essonne dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'appelle Espace Vie et qui mobilise près d'1 millier de professionnels de santé déjà sur notre département, eh bien aujourd'hui nous avons à notre disposition cet outil qui permet de faire de la prise en charge et du maintien au domicile le plus possible. Alors, maintien au domicile, ça a été évoqué tout à l'heure par une personne qui a quitté maintenant la salle, mais le maintien au domicile est sans doute une priorité. C'est-à-dire qu'il devient facile aujourd'hui pour un professionnel, enfin facile, pas facile, mais la seule solution, excusez-moi du terme, de dire le patient, je vais l'envoyer aux urgences parce que décidément, là, je n'ai pas moyen de le laisser chez lui. En réalité, on s'aperçoit qu'il existe en ville une vraie ressource à partir du moment où on sait la coordonner, où on sait la voir. Et donc, c'est notre combat depuis ces 4 ans sur le département, c'est que le numérique nous aide à faire ça. Et je crois qu'on arrive à faire un certain nombre de choses là-dessus. Avec un autre usage, c'est aussi de sécuriser le retour du patient au domicile. Parce que lui éviter d'aller aux urgences, c'est une excellente chose dans certains cas, mais on a aussi la problématique des patients qui sortent de l'hôpital et qui se retrouvent isolés chez eux. Alors, le numérique, je termine, monsieur le directeur, rapidement là-dessus. La dernière expérience du numérique dans l'usage de la médecine, eh bien, c'est d'avoir créé une association de médecins téléconsultants sur le département et d'avoir démarré une expérimentation avec un relais de télésanté et qui peut-être pourra être une des solutions. Je ne dis pas que c'est la médecine idéale de demain, mais peut-être que dans toutes les communes où il y a des murs pour faire des maisons de santé, on n'aura pas de toute façon suffisamment de docteurs à mettre dedans. Donc à un moment donné, il faut prendre conscience de ça. Mais par contre, on peut peut-être réfléchir à des solutions qui seraient, en attendant, une façon, à la proximité des patients les plus en difficulté pour se déplacer peut-être, avoir quand même une offre de soins, à minima, diront certains, mais qui peut être tout à fait complémentaire, puisque là, en l'occurrence, on travaille avec des infirmières, qui, elles, sont auprès du patient, eh bien, on voit qu'avec le numérique et les outils qui nous sont donnés aujourd'hui, on pourra sans doute faire des choses très intéressantes. 2 petits mots sur le numérique qui est côté data. Vous savez, le numérique, ce sont des outils, ce sont des fonctions que l'on peut avoir, mais le numérique, c'est aussi de la donnée. La donnée numérique qu'on appelle les data. Et là, il y a un vrai débat, puisque ces data... alors, on les distingue, enfin moi en tout cas dans mon usage, j'ai toujours attention à les distinguer par 2 façons de les traiter. Il y a les datas qui sont personnalisées, c'est-à-dire que c'est l'information numérique que j'ai, mais avec un nom, je sais à qui elle appartient. Et cette information numérique-là, elle est en train de se galvauder. C'est-à-dire que d'un côté, on a parfois, nous, un peu de difficulté à la partager avec des gens que l'on trouverait légitimes à la partager, et je parlais tout à l'heure des aidants. Et puis à côté de ça, on a les patients ou la population qui peut-être n'est pas très bien informée là-dessus, et c'est dommage, qui va volontairement aller mettre l'ensemble de ses coordonnées sur des agendas en ligne. Alors,
Vous en savez, il y en a un qui marche très bien partout aujourd'hui. Mais le patient, alors quand il prenait juste son nom pour prendre un créneau chez un professionnel de santé, c'était déjà de la donnée médicale, puisqu'un nom d'un patient et un nom d'un docteur, c'est déjà une donnée médicale. Mais à la limite, bon, maintenant, ces outils-là deviennent de plus en plus performants, entre guillemets, et les patients sont invités à mettre les motifs. C'est-à-dire qu'on a aujourd'hui des outils numériques qui ne sont pas du tout contrôlés, ou très mal, et en tout cas pas par des professionnels de santé, et qui récupèrent de la data de professionnels qui n'est pas anonymisée. Alors, la data non anonymisée, ça a quand même des avantages, puisque c'est cette data non anonymisée qui nous permet, et qui nous permettra demain de plus en plus avec les plateformes territoriales de santé, de faire du dossier partagé. Puisque pour partager de l'information, il faut que je sois sûr que je parle du même patient. Et bien entendu, c'est parce que ma data a le nom du patient et que je suis sûr que c'est lui que je peux échanger avec le confrère de cette donnée-là. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, cette donnée non anonymisée, elle peut aussi être largement détournée. Et vous savez qu'on est parfois sur des réflexions qui ne sont pas loin du transhumanisme, hein, parce que la data non anonymisée, on peut en faire des choses qu'on n'aurait pas forcément envie de voir. Et moi, je crois qu'il faut qu'on se garde à l'esprit tout le temps, et que notre législateur doit garder à l'esprit que ça doit toujours être dans l'esprit, est-ce que le patient a un intérêt à... Voilà. Une fois qu'on a mis ça, je pense qu'on peut on devrait pouvoir tout faire avec le numérique, sauf qu'on n'est pas tout à fait encore dans cette maturité-là. Et puis après, la toute dernière réflexion. Il y a la data anonymisée. Donc là, c'est l'information globale, mais que je ne sais pas raccrocher à un patient, à un nom, à une personne. Alors, on peut avoir de la réticence. Je connais un certain nombre de personnes qui sont très réticentes à ça. En réalité, je pense qu'il faut complètement libérer cette chose-là, parce que ça permet de faire de la science sur, vous savez, ce qu'on appelle le big data. Et ça, c'est une richesse extraordinaire. Ça permet de faire des statistiques, de prévoir des épidémies. Ça permet... Et puis, à la limite, individuellement, franchement, on s'en moque, puisqu'on n'est pas capable de remonter cette information-là jusqu'à nous, individus. Bon. Voilà, c'est la réflexion sur le numérique que je voulais vous donner par rapport à ma petite expérience de terrain. Merci infiniment, docteur. Juste quelques petits points avant de passer la parole à la salle. J'ai mis sur une table 30 exemplaires de chaque, parce que j'attendais 30 personnes, donc effectivement, je suis désolé. Et j'ai fait ça chez moi. Pour vous montrer qu'on est dans des enjeux et dans des réflexions. Si certains sont intéressés, qu'ils prennent les feuilles, au moins ceux qui ne sont pas. Il y a lundi et mardi prochain un séminaire à Paris 5 sur la personne âgée, le monde numérique. Vous voyez, enjeux interdisciplinaires éthiques à l'université Paris 5, donc un sujet. Evry Science Innovation fait à Lieu-Saint optimisation de la performance en logistique hospitalière, c'est le 28 mars. Il y aura le 21 mars, je veux dire jeudi prochain, intelligence artificielle et santé organisée par le réseau SPES, qui est un réseau de l'Essonne, et ça se passe au Génocentre d'Evry. Vous avez l'invitation. Et un petit peu plus loin de l'intelligence artificielle, mais tout à fait près dans l'Institut Renaudot organise les 13 et 14 juin quand les habitants conjuguent santé et social dans les territoires. Ça me paraît être un sujet qu'on a largement débattu et qui peut être intéressant. Et enfin, m'a été communiqué Argos 2001, qui est une association qui s'occupe du monde bipolaire, font le samedi 30 mars la 5e journée mondiale des troubles bipolaires, parcours de vie, parcours de soins et créativité. Je crois qu'on est parfaitement... Et j'ai oublié de parler de ce que fait en santé mentale. Voilà, j'ai complètement oublié. Je vous passe la parole. Parce que j'ai pas pris... C'est juste pour dire qu'effectivement, il va y avoir les semaines d'information en santé mentale, dont le thème cette année, justement, la e-santé et la santé mentale. Donc, n'hésitez pas à regarder sur Internet. Il y a de très, très nombreux événements dans l'Essonne. Et donc, je vous invite à y participer, dont certains, effectivement, organisés par Barthélémy Durand et un certain nombre d'acteurs de collectivités locales, mais à plein d'autres endroits. Donc, c'est juste pour dire que le thème de la santé mentale, cette année, c'est la e-santé. Martine Lamonnier, retraitée, habitante Arpajon. Donc ma question, ça va rejoindre aussi un petit peu l'autre, parce que on a prévu, moi j'ai entendu parler comme tout le monde, de suppression de soignants, donc notamment d'infirmières.
Donc, ce n'est pas ce qui va résoudre beaucoup de problèmes, parce que c'est sûr que quand on est hospitalisé, qu'il y a moins d'infirmières, c'est quand même pas ce que la population attend. Donc, ça, c'est une chose. Par contre, moi, ce qui me fait peur aussi, c'est que j'ai peur que le numérique supprime du personnel. Parce que ça, c'est ce dont à quoi on peut s'attendre. Parce que le numérique, c'est bien beau, mais vous avez des personnes âgées ou des handicapés qui n'ont pas d'Internet, des chômeurs qui n'ont pas d'Internet. Comment vont-ils faire ? Comme là, c'est pareil, vous nous parlez de... Vous n'avez qu'à aller sur Internet pour des informations. C'est bien, mais justement, les gens qui ne savent pas utiliser Internet, comment font-ils ? Ils n'ont pas ces informations. D'ailleurs, là, je vois dans le guide pratique qui a été très bien fait, la seule chose qui manque, c'est la rubrique des médecins. Et je ne sais pas si c'est fait à leur demande, si c'est parce qu'ils ne voulaient pas figurer. On n'a pas les médecins, on n'a pas les dentistes. Alors, je ne vous dis pas que pour les retraités. Donc, moi, le numérique, moi, je veux bien, au contraire. Et puis, alors, le DMP, j'ai essayé, moi, de le mettre en pratique, le DMP. Eh bien, je peux vous assurer que j'ai commencé à en avoir par-dessus la tête, j'ai laissé tomber et j'ai dit je reviendrai plus tard. Mais ce n'est pas non plus évident à mettre en route. Donc moi, il faut, quand il y a quelque chose comme ça, c'est très bien parce que ça permettrait que les informations d'un service à un autre soient prises en compte, à condition qu'elles soient bien aussi et inscrites dès le départ, parce que si elles sont mal inscrites dès le départ, après c'est quelque chose qui peut générer des gros problèmes, notamment dans la prise de médicaments. Et ça, je m'en suis aperçue. C'est quand même, ça peut être grave. Donc, c'est à surveiller. Et puis, les plateformes, ben, moi, je veux bien, mais alors les plateformes, quand vous avez affaire à quelqu'un qui vous dit, bon, vous voulez un rendez-vous, c'est bien. Oui, mais attendez, là, il y a un petit problème pour... Ah, bah oui, non, mais c'est un rendez-vous. Et c'est un manque d'humanité. Il faut que ce soit des plateformes qui soient humaines. Voilà. Bien, alors vous noterez... Et des outils faciles à utiliser aussi. Avant de passer la parole à Madame Coleman, vous noterez que moi, qui fonctionne à l'ancienne, j'ai fait des photocopies. Hein. Vous n'allez pas sur Internet. Donc, voilà. Moi, je voudrais rebondir aussi sur le DMP. Madame Coleman, donc... Sur le DMP, je pense qu'il y a quelque chose de très intéressant, c'est que le partage des informations. Moi, je sais que, par exemple, mon fils, l'an dernier, a dû être hospitalisé en urgence suite à une déshydratation que je n'avais pas trop repérée et que les auxiliaires avaient encore moins repérée. Donc, il a failli, il a failli y passer. Et quand le SAMU est arrivé, eh bien, s'il y avait eu un DMP, ça aurait été beaucoup plus facile pour le coordinateur de récupérer les infos, de savoir de quoi il souffrait, etc. Il a commencé à téléphoner à l'hôpital qu'il suivait, etc. Bon, ça a pris beaucoup de temps. Bon, ça va, il n'en est pas mort, mais ça aurait pu. Et puis, suite à ça, du coup, il est resté quand même 1 mois et demi en réanimation, enfin en soins intensifs, parce que le médecin avait utilisé un logiciel qui s'appelle Trajectoire. Et le médecin, alors ils l'ont soigné pour la déshydratation, mais sauf qu'après, il ne savait plus quoi en faire parce qu'il ne pouvait pas rentrer chez lui, puisqu'il habitait à domicile, mais chez lui. Donc son état de santé ne lui permettait pas de repartir chez lui. Donc le médecin me dit, le chef de service de l'hôpital, me dit, vous inquiétez pas, j'ai utilisé Trajectoire, on va avoir une réponse. Ce monsieur, au bout d'1 mois et demi, il n'avait toujours pas la réponse parce que la Trajectoire, elle est arrivée chez l'assistante sociale. Et puis, des établissements, il n'y en a pas. Donc, ce n'est pas Trajectoire qui va l'inventer. Et puis, l'aide à domicile, ils n'allaient pas créer des postes spécialement pour quelqu'un. Donc, le retour à domicile, il s'est trouvé impossible, sinon chez moi. Donc, mon fils, finalement, il a réatterri chez moi parce qu'il n'y avait pas la coordination des soins à la sortie de l'hôpital. Et le médecin, je crois qu'il était honnête quand il disait que Trajectoire allait lui apporter une solution. Et donc, pour moi, c'est un peu les limites quand même du numérique et le fait aussi que souvent, dans les services hospitaliers, les médecins et les chefs de service encore plus sont déconnectés de la réalité du patient, d'autant plus déconnectés que les cas sont compliqués et que donc, du coup, au lieu d'être une aide, ça devient...
ça devient une façon d'attendre. Et là, en l'occurrence, effectivement, on n'a pas pris en compte. Donc moi, j'insiste quand même beaucoup sur le fait que cette relation patient-médecin, c'est aussi pour pouvoir ajuster un petit peu la coordination des soins en fonction de la connaissance de la personne, et que ça, un ordinateur ne le fera jamais. Et que donc, moi, je suis tout à fait pour le DMP, mais pas pour du numérique qui remplacerait le médecin. Alors, Marianne Lechertier, donc moi je suis pharmacienne installée à Fleury-Mérogis. Je voulais quand même préparer de vous passer la parole en parlant du Merci, DMP des Philippe. pharmaciens. Alors, je voulais revenir sur les déserts médicaux. Donc, effectivement, je confirme, c'est une véritable catastrophe. Effectivement, les médecins ne sont pas attirés par ce que proposent nos territoires. Effectivement, on a des maisons de santé flambant neuves qui accueillent des tas de professionnels de santé, mais qui restent désespérément vides concernant les cabinets des médecins. Aujourd'hui, on a un système libéral pour les pharmaciens, pour les infirmières, pour les kinés, qui permet un système de garde et de roulement, même le dimanche, même les jours fériés. Ce n'est pas le cas des médecins en Essonne. Pourquoi ? On ne sait pas. Donc nous, on se retrouve complètement démunis, la plupart du temps, ça c'est un fait, mais le samedi à partir de midi, c'est une véritable catastrophe. Donc le numérique, je rejoins le docteur Parang pour dire que c'est un formidable outil qui ne répond pas à tout, mais qui, en attendant, peut vraiment rendre beaucoup de services. Les médecins ne sont pas suffisamment grand nombre sur nos territoires, mais pourquoi oublier les infirmières, les pharmaciens ? Parce que nous, on est là, on a la porte ouverte, les pharmacies sont ouvertes, sans rendez-vous, les infirmières libérales également. Pourquoi est-ce qu'on ne valorise pas ces actes-là, des actes de téléconsultation qui pourraient être faits à domicile par les infirmières et par les pharmaciens au pied des immeubles. Tout ça, c'est beaucoup d'argent, beaucoup de temps consacré, et il serait temps de revaloriser tout ça ou simplement de s'y intéresser. Moi, j'en ai parlé à l'ARS, j'attends toujours d'être reçue. C'est un fait aussi. Alors, juste pour compléter ce que dit, c'est que vous faites quand même... Il est intéressant que vous le sachiez, Fleury-Mérogis, puisque vous êtes pharmacienne à Fleury-Mérogis, n'a plus pratiquement de médecins. Et donc, elle est connue pour une autre activité, hélas. Mais vous avez organisé depuis décembre des téléconsultations au sein de votre pharmacie qui permettent, je crois qu'il y a eu 350 téléconsultations. Alors, on en est aujourd'hui à 450. Bon, vous voyez, 450 je retarde, mais vous en m'aviez prévenu la semaine dernière, donc 350. Et donc, effectivement, ce qui est intéressant, et c'est une question qu'il faudra poser, puisqu'on a une députée, ça va être important qu'il vote la loi santé, c'est qu'effectivement, il y a des actes médicaux qui pourraient... Alors après, j'ai dit médicaux, des actes de santé, allez, comme ça au moins, qui pourraient peut-être être dévolus, on l'a vu d'ailleurs, pour la vaccination, aux infirmières. Moi, quand j'étais enfant, c'était l'infirmière qui me vaccinait. Bon, enfin, mais je suis bien d'accord. Moi, quand j'étais enfant, je n'ai jamais vu le médecin qui ne me vaccinait pas. J'ai 64 ans, donc peut-être que je suis trop vieux. Et les pharmaciens ont également une formation qui permettrait sans doute d'avoir, je ne parle pas de remplacer le médecin, mais sans doute qu'on a trop concentré les actes sur un certain nombre de choses. C'est une réflexion qui, là aussi, pour reprendre ce que disait le docteur tout à l'heure, est une réflexion nationale. Excusez-moi d'avoir été long, je ne devrais pas intervenir, mais c'était pour préciser que vous n'alliez pas parler de votre expérience, mais je crois qu'elle mérite d'être soulignée. Donc on a fait beaucoup de téléconsultations. Le but, c'était pas de mettre ça en avant, juste pour dire que ça rend beaucoup de services à la collectivité, qu'on est sur une étude actuellement avec les médecins avec qui on le fait, qui ne sont pas des médecins étrangers, qui sont des médecins français qui travaillent en France,
qui sont enregistrés à l'ordre. Non, parce que ça revient souvent, ça commence sérieusement à être pénible. Donc j'aimerais juste pouvoir expliquer ce qu'on fait. On le fait sérieusement, on le fait dans un esprit de façon très rigoureuse et avec toute la déontologie que ça requiert. Et on est en train de montrer que non seulement on rend un énorme service à la collectivité, mais qu'en plus, potentiellement, ça pourrait réellement permettre une économie financière colossale, parce que c'est autant de personnes qui n'iraient pas aux urgences parce qu'ils n'ont rien à y faire. Voilà. Et ensuite, on réduit les durées de prise en charge, et donc on réduit, votre temps de parole, là, on réduit le coût, on réduit la durée de prise en charge, et donc potentiellement, on réduit les complications liées à toutes les pathologies qui ne sont pas prises en charge rapidement parce qu'il y a une pénurie de médecins. Oui, et puis de toute manière, il y a tout le problème des transports, tout le problème de l'angoisse, toutes sortes de choses qui rentrent aussi dans le domaine de la santé. Voilà. On est d'accord. Juste un tout petit aparté sur la prise en charge des seniors dans les EHPAD, parce que c'est pareil. Moi, je travaille avec beaucoup d'EHPAD. Il y a effectivement du budget qui a été alloué par l'ARS pour avoir des médecins salariés dans les EHPAD. Donc le budget, il est là, mais les médecins, on les a toujours pas. Et nous, on se retrouve avec des gens qui appellent SOS, qui vont à l'hôpital parce que le médecin ne passe pas. Et le médecin coordinateur ne peut pas prescrire ou ne veut pas. Je n'ai toujours pas compris quel était le problème. Mais en attendant, il y a une urgence là aussi. Alors pourquoi est-ce qu'on ne pourra pas s'appuyer sur les professionnels libéraux, les infirmières, les pharmaciens, qui, eux, sont là et qui, a priori, soit sont suffisamment formés, soit sont tout à fait ouverts à être formés pour travailler en collaboration et résoudre une grande partie des problèmes. Et en plus, tout ça, juste pour terminer, pour conclure, ça permettrait de réduire la pression dans les cabinets médicaux, et donc de réserver des tâches qui sont quand même plus du domaine du médecin, que d'encombrer les cabinets médicaux de choses qui n'ont, là encore, pas forcément grand-chose à y faire. Alors, je ne sais pas si je vais passer la parole à votre voisine, qui est du pharmacien aussi, parce que là, le syndicat des pharmaciens va phagocyter le temps de parole. Si, je vous en prie, allez-y. Donc Virginie Buisson, je suis aussi pharmacien. Alors moi, je suis à Morsan-sur-Orge. Voilà. Et moi, je vais vous parler du DMP. Je suis extrêmement pro-numérique à titre personnel. Mais donc, effectivement, vous pouvez très facilement créer votre DMP dans une pharmacie, vous donnez votre carte vitale et on vous crée votre DMP. Mais créer le DMP n'est pas utiliser le DMP. Parce qu'aujourd'hui, on a un écueil qui est qu'on va créer des DMP, ça, il n'y a pas de problème. Même les gens chez eux peuvent créer leur DMP. Mais un DMP qui n'est pas utilisé et qui n'est pas alimenté ne sert à rien. Et aujourd'hui, on est dans cette situation, c'est-à-dire que moi, mon logiciel métier n'est pas interfacé au DMP. Donc, à partir du moment où j'ai créé le DMP, la sécurité sociale, elle, alimente tous vos remboursements. C'est-à-dire que tous vos remboursements sont automatiquement amenés dans votre DMP. Donc, vous pourrez voir vos remboursements de médicaments, d'actes et ce genre de choses. Mais par contre, moi, techniquement, mon logiciel ne me permet pas en un clic d'aller regarder le DMP de mon patient. Ce qui fait que si je veux le faire, il faut que j'ouvre un autre logiciel, que je me connecte, que ma carte... Parce qu'il faut une autorisation sécurisée, donc il faut que j'ai ma carte CPS qui veut bien marcher, qu'il n'y ait pas de conflit entre mon logiciel et le logiciel de la Sécu. Donc aujourd'hui, tel que ça a été pensé, c'est pas opérationnel. Et alors, en pharmacie, nous, on a 5-6 opérateurs pour les logiciels. Mais chez les médecins, c'est un marché qui n'est pas du tout mature. Donc, il n'y en a pas 5 des opérateurs de logiciels, il y en a 50. Donc, aujourd'hui, les médecins, ils ont exactement la même difficulté que nous, c'est-à-dire que l'alimentation du DMP n'est pas un acte simple. Et alors, j'imagine qu'à l'hôpital, c'est pareil. Donc, aujourd'hui, c'est quelque chose qui pourrait être formidable, mais on n'a pas du tout pensé au quotidien. Voilà, donc c'était juste ce que je voulais dire sur le DMP. Mais ouvrez vos DMP parce qu'un jour ça marchera, donc il faut en avoir. Non, il n'y a pas de fil. Oui, docteur Gedressi, je me présente, vice-président de la CME CH Dourdan-Étampes et responsable du service des urgences de Dourdan.
Donc voilà. Par rapport au DMP, je vais être extrêmement bref. C'est extrêmement complexe à mettre en œuvre, extrêmement coûteux. Ça peut effectivement, c'est un outil qui peut rendre d'immenses services, mais la difficulté de la tâche est immense, surtout que la France a pris un certain retard par rapport à cette installation. Mais après, il faut faire très attention. Déjà, c'est un coût énorme, énorme. Ça peut être chronophage pour tout le monde, pour les équipes, les médecins. Et après, il y a le redoutable problème, mon collègue en a parlé, du secret médical, qui peut être éventé, mais alors largement, par les compagnies d'assurance, par les mutuelles, par les employeurs, par certains ministères. Donc il faut faire très attention. Et j'insiste particulièrement là pour les patients, et pour tout le monde, pour nous tous, que le droit du malade, le droit de l'homme, ça fait partie des droits de l'homme, c'est le secret médical, qui est un très vieux legs de l'humanité. Ça protège le patient. Le secret médical protège le patient. Il y a beaucoup une tendance assez nette à vouloir le diffuser, un peu tout et n'importe quoi. Attention. C'est le patient qui bénéficie du secret médical. C'est extrêmement important. Donc ça, c'est pour la première chose. Après, je vais revenir... donc, le numérique ne va pas résoudre la crise que connaît le système de santé en France dans les années à venir. Il ne faut pas, je dirais, rêver. Il ne faut pas non plus que ce soit, je dirais, l'occasion d'offrir des soins dégradés à la population via téléexpertise, télémédecine, IA, qu'on nous promet. Attention. Pour l'instant, il faut être clair, enfin pour moi en tout cas, c'est une médecine dégradée. Rien ne vaut, comme l'a dit mon collègue, un examen médical et le colloque singulier. Et les contacts humains. Je rebondis sur ce qu'a dit une des intervenantes. Le défenseur des droits en a parlé, pas pour la médecine en particulier. C'est l'inaccessibilité des services publics via le tout numérique. Il y a à peu près 20% de la population qui ne sait pas utiliser, qui n'a pas les moyens, qui ne les aura jamais, par handicap, par manque de formation, par pauvreté, par isolement. Il faut garder l'homme de contact humain. Et là, on voit que la tendance, pour faire des économies, c'est une question financière, d'abandonner tout contact humain. Attention. Après, je terminerai là-dessus, c'est la crise de la médecine générale qui est sous-estimée. Je vous le dis, c'est sous-estimé. Elle est bien plus grave qu'on ne le pense. D'ailleurs, nos concitoyens s'en aperçoivent tous les jours. Je pense qu'il y a facile 10 à 15% de la population qui n'a quasiment plus de médecins traitants. Il faut savoir que la médecine générale dit de premier recours, sur lequel tout le monde veut s'appuyer, on en parle et on en reparle, on la favorise, on la glorifie, ce qui est normal, justifié. Il n'y a à peu près que 45 000 généralistes en France qui font de la médecine générale, c'est-à-dire qu'ils voient du malade. 45 000, c'est très peu. Et le nombre de médecins généralistes va baisser de 20% d'ici 10 ans. 20%. Et attention, là pour l'instant le phénomène est un peu compensé par le phénomène, ce qu'on appelle les cumuls emploi-retraite. Il y a des vieux médecins généralistes, ils sont bientôt 18 000 en France, c'est absolument énorme, 18 000. Enfin médecins, pas que généralistes, mais en majorité, qui font du cumul emploi-retraite et qui empêchent le système de s'effondrer. Je parle de l'accès aux soins pour tous. Et puis après, je terminerai donc devant cette crise de la médecine de premier recours, que les politiques de fermeture de lits, de fermeture de services et de regroupement forcé, d'hypercentralisation et de création de polycenters pour, a priori, mieux soigner les patients en regroupant les moyens, est une aberration parce que ça diminue l'accès aux soins par un éloignement. Donc il faut arrêter, il faut un moratoire, ça c'est ma proposition, sur toute fermeture de lit, tout regroupement d'hôpital public. Il faut arrêter pendant au moins, je dirais, 5 ans, et se réorganiser, réfléchir, remettre les moyens là où il faut. L'argent dans la santé, il y en a encore dans ce pays, parce que les dépenses de santé, c'est 11% du PIB dans l'année. Comme on le sait, c'est très important, très important. La France est 11e position pour le PIB dans dépenses de santé PIB par habitant dans le monde. Mais la France voit son système de santé se dégrader. Premier au monde pour l'OMS en 2000, et maintenant c'est au-delà de la 20e place. Il y a une grande dégradation. Pourquoi ? Parce que l'accès aux soins est moins assuré qu'avant, et on le voit avec l'effondrement de la médecine générale. Donc, il faut arrêter, et je termine là-dessus, dans l'Essonne, parce que ça nous concerne, nous travaillons dans l'Essonne, nous habitons dans l'Essonne, vouloir faire 2 hôpitaux dans l'Essonne, l'un à l'extrême ouest et l'autre à l'extrême est, est une folie. Est une folie pour la population et dangereux pour sa santé, pour sa vie.
pour ces handicaps à venir. Et je termine là-dessus, je ne fais que terminer. La France, depuis 2015, voit son espérance de vie stagner. Elle n'a pas bougé d'un poil. Elle n'a pas bougé d'un poil depuis 2015. Et puis ne pas dépasser et rattraper nos amis américains qui, eux, voient leur espérance de vie diminuer depuis 2015. Diminuer. Alors que les dépenses de santé sont bien plus importantes. Par habitant, elles sont 2 fois supérieures aux nôtres. Donc, je dirais, arrêtons de fermer les lits, arrêtons de diminuer les dépenses de santé, arrêtons de marchandiser, arrêtons de privatiser, parce que l'austérité, au total, tue. Voilà. Bonsoir, Ismaïl Mesloub, directeur général des établissements de la Pise. Bien, merci pour cette invitation, cher monsieur Nazali. Très rapidement, je voulais juste dire que la santé, avant d'être une offre de services de soins, c'est d'abord une politique publique. Et en France, on a un grand problème avec les politiques publiques. Parce que les politiques publiques en France, nous n'avons pas fait le choix véritablement de les penser, de les flécher en fonction de la solvabilisation des besoins des personnes, non pas en ce qui les rassemble, mais en ce qui les différencie. C'est-à-dire qu'on a pensé une politique publique en fonction de la solvabilisation des besoins selon ce qui rassemble le plus de personnes. Si bien que on se retrouve aujourd'hui avec des politiques publiques qu'on ne sait pas véritablement évaluer. La question de l'évaluation des politiques publiques est une question nodale aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le prisme de cette conception d'évaluation consiste à délimiter le parcours d'une politique publique selon 3 étapes. La première, c'est ce que nous appelons l'évaluation ex ante, c'est-à-dire de diagnostic, c'est-à-dire de départ, quels sont les véritables besoins, non pas encore une fois selon ce qui rassemble les personnes, mais ce qui les différencie, selon ce qui les différencie. Vous allez voir qu'il y a un lien avec... Oui, je vais faire vite. Donc, cette idée de poser le diagnostic, le périmètre de l'intervention, nous manquons énormément de ressources. La deuxième catégorie, la deuxième étape dans le processus, c'est ce qu'on appelle l'évaluation in itinéré, c'est-à-dire le suivi véritablement d'une politique publique en ce qu'elle produit l'écart à la norme qui a été préétabli. Et la troisième étape, c'est ce qu'on appelle l'évaluation ex post, c'est-à-dire l'évaluation selon ces indicateurs de résultats. Alors, ces processus-là, on s'était un petit peu souverainement exonérés, si bien qu'on se retrouve aujourd'hui avec une fermeture dans ce qu'on appelle le potentiel inclusif de la santé. C'est-à-dire que nous avons une santé non inclusive. Parce que si on s'était intéressé véritablement à une politique publique qui s'intéresse au parcours des personnes selon ce qui les différencie, on aurait au moins fléché 3 types de besoins. Le premier, c'est l'accessibilité, on en a parlé. Nous avons une politique de santé peu accessible. Le deuxième, c'est la qualité du soin. Et le troisième, c'est le parcours de santé. Alors, c'est parce que le parcours de santé est rompu que la qualité de soins baisse. Ce n'est pas simplement une question uniquement budgétaire ou une question uniquement de gros sous. Alors, qu'est-ce que c'est que le parcours de santé ? Le parcours de santé, ah oui, je vais faire vite, mais il faut qu'on explique les choses. Hein. Le parcours de santé, c'est la capacité qu'a une personne, tout à l'heure on a défini la santé comme le complet bien-être, c'est vous-même qui l'avez dit, c'est un peu ça, si vous voulez. Si le parcours de santé, évidemment, il n'est pas rompu, c'est-à-dire est élaboré, est pensé par une politique publique de telle sorte à amener que le vécu socio-spatial de la personne soit une ressource pour sa santé, eh bien le soin en tant que tel viendra comme une solution d'aval et souffrira moins Qu'est-ce que vous voulez me dire ? Non, mais vous êtes vraiment
très au-delà des 2 minutes. C'était Bon. tout ce que je voulais Bien. vous dire. Alors, C'est- le numérique est là probablement comme une ressource potentielle pour offrir l'individualisation des parcours. Voilà, allez, j'ai terminé. Même Moi, je vais être très, très, très court parce que j'avais 2 questions à poser sur le dossier médical. Il a été répondu d'une façon... Ah, pardon, excusez-moi. Alexandre Mesgrani, je suis conseiller municipal à Arpajon et citoyen d'Arpajon, bien sûr. Mais c'est en tant que citoyen que je parle. Donc, j'avais 2 questions sur le dossier médical. Je n'ai pas de dossier médical. La première question, c'était est-ce qu'il est obligatoire d'avoir un dossier médical ? pas encore. Et comment y arriver? Donc, madame y a répondu d'une façon très, très claire et très complète. Donc, je la remercie. Et monsieur le médecin, je ne me souviens pas de votre nom, a parlé du deuxième point qui était le risque d'accès à ce dossier par d'autres instances que peuvent être les assurances, etc., etc. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça a été répondu. Moi, j'ai la chance, c'est un cas personnel, j'ai la chance d'avoir mon médecin traitant à la maison, donc je n'ai pas ce problème un petit peu de... Mais j'avais une question sur le premier point, mais qui était un peu lié au numérique aussi, c'était l'accès aux urgences. C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y aurait pas... Enfin, c'est une réflexion à faire. Je sais qu'il y a des tentatives et qu'il y a des tentatives un petit peu de filtrage des urgences. En particulier, est-ce que le 15 est suffisamment utilisé pour router les patients vers les urgences ou pas? Parce que quelquefois, la réaction, c'est tout de suite d'appeler les pompiers et de les amener aux urgences. Voilà. Donc voilà mes 2 questions. Il m'a été répondu. Je vous remercie. Oui, alors je vais essayer d'être courte aussi. Donc déjà, je voulais vous remercier parce que le grand débat, donc aujourd'hui sur la santé, mais d'une manière générale sur tous les grands débats qu'il y a eu sur la circonscription, c'est très précieux pour nous, parlementaires. On rencontre des gens toute l'année et on dialogue sur tous les sujets toute l'année, mais l'intérêt du grand débat, là, c'est d'avoir des diagnostics partagés. Alors, ce soir, ce que j'ai pu entendre, c'est qu'en effet, la situation est grave, mais je pense que ce diagnostic était déjà très partagé avant. Pourquoi ? Bon, je pense qu'on ne va pas s'y attarder. Des mauvaises décisions, de toute façon, c'est toujours ça la raison, ou des non-décisions qui datent depuis des décennies, mais la situation est là aujourd'hui. Et devant ce constat, on a un devoir. Un devoir, premièrement, de prendre des décisions pour le long terme, puisqu'on ne peut pas reprocher aux politiques de ne pas avoir anticipé et continuer ce mécanisme. Donc ça veut dire prendre des décisions qui sont peut-être moins spectaculaires, qui sont sur régler des mécanismes qui auront peut-être des effets dans l'avenir, dans 10 ans, dans 15 ans, mais c'est nécessaire pour qu'on puisse ne pas reproduire les erreurs du passé. Et parallèlement, ça ne nous empêche pas, et c'est notre deuxième devoir, c'est de gérer la situation actuelle. Et pour gérer la situation actuelle, malheureusement, majorité, opposition, tout parti politique confondu, il faut être honnête, on n'a pas de solution miracle, il n'y a pas de bouton devant le manque de médecins formés. Aujourd'hui, on parle et on est en train de mettre en place la fin du numerus clausus. Malheureusement, ça va prendre ses effets au moins d'ici une dizaine d'années, ce qui veut dire qu'on a 10 ans à gérer. Et pour gérer ces 10 ans et ne pas créer plus qu'il n'y a déjà de problèmes d'accès aux soins sur notre territoire, et je rejoins le médecin, le responsable des urgences, la situation, quand on la connaît en détail, est bien plus grave que ce qu'on entend dans la population. Ça veut dire qu'on n'a qu'une solution pour pouvoir gérer le temps immédiat, c'est l'innovation. L'innovation des solutions. Comme il n'y a pas de baguette magique, ça veut dire qu'il faut des solutions toutes. Donc l'innovation, c'est l'innovation, on en a parlé ce soir, l'innovation numérique, la télémédecine, bien entendu. C'est aussi les nouvelles formes de coopération. Je ne vais pas rentrer dans la technique, mais on a aujourd'hui des CPTS qui sont en train de se faire. C'est en effet le transfert de certains actes médicaux vers des professionnels paramédicaux. C'est en effet revoir la formation du coup, des personnels paramédicaux et médicaux à tous les sujets qu'on a évoqués ce soir. La formation, donc le statut des aidants. Et j'ai entendu aussi ce soir, parce qu'on ne va pas le nier, il y a aussi eu des réticences, des craintes, voire de la défiance. Souvent, ce qu'on a peur, c'est on met en place une nouvelle solution, mais on va en détruire une autre, ou c'est au détriment
d'un autre mécanisme qui existe déjà. Je pense qu'aujourd'hui, faut arrêter avec ces réticences. Je pense que la situation est telle que tous les outils qu'on va mettre en place seront forcément complémentaires. Il n'y a aucune volonté d'annuler un outil puisqu'on en manque déjà. L'idée, c'est pas de venir en supprimer pour en mettre d'autres à la place, c'est bien d'en créer de nouveaux, tout complémentaires confondus. Donc nous l'avons vu ce soir, il n'y a pas de hiérarchisation de priorité possible. La situation donc, est désormais en urgence absolue, ça veut dire qu'il faut la coopération de tous. Je l'ai entendu ce soir, ça vient de partout. Les solutions, elles viennent des professionnels médicaux et paramédicaux, elles viennent des associations d'usagers, elles viennent du CPTS aussi, elles viennent de tout corps confondu. Ces mobilisations générales, je pense qu'il n'y a pas de mauvaise solution. On est obligé de faire de l'intelligence collective là-dessus. Peut-être pour terminer, un petit focus sur le calendrier, parce que je ne peux pas rentrer dans le détail des projets de loi, mais on a actuellement un projet de loi santé qui est en ce moment même à l'Assemblée nationale, donc en commission, qui a été terminé de débattre aujourd'hui, donc qui prévoit notamment l'annulation du numerus clausus, mais la mise en place, la validation par l'ARS des CPTS, donc des coopérations de territoire, et d'autres solutions qui sont dans ce projet de loi santé. On a évoqué ce soir les data et les risques pour l'éthique, notamment on va avoir le projet de loi bioéthique qui ne recouvre pas que cette réalité, mais qui a aussi un chapitre sur la data et l'intelligence artificielle, parce qu'il ne faut pas faire n'importe quoi non plus dans ce qu'on est en train de mettre en place. Donc ça sera pour l'été 2019. Et pour la fin de l'année 2019, on a une grande réforme vieillissement et dépendance, avec notamment le statut de l'aidant et beaucoup d'autres choses à mettre en place. On l'a évoqué ce soir, les soins à domicile, etc., pour avoir des réformes de fond. En attendant, l'initiative parlementaire est bien entendu la bienvenue. Jocelyne en a parlé tout à l'heure. Ça fait partie des choses qui permettent d'accélérer aussi les processus des grandes réformes. Donc on est tous mobilisés sur le sujet. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Pham, vous êtes le dernier grand témoin. Voilà. Bien, donc Madame Pham, effectivement, présidente de la commission de santé mentale du Conseil territorial de santé de l'Essonne et directrice de l'EPS Barthélemy-Durand. Donc j'étais chargée d'être grand témoin sur numérique et santé. Donc je voulais pas revenir sur les éléments qui ont déjà été abordés, mais je trouvais intéressant d'en évoquer quelques-uns d'autres, mais très rapidement. Donc, on a parlé tout à l'heure de l'accès à l'information et ce qui permet l'empowerment, finalement, la prise de possession du pouvoir par les usagers grâce à l'accès à l'information et également de l'entraide entre pairs. On a parlé tout à l'heure des pairs aidants et des patients experts. Donc ça, c'est un impact important et ça change complètement la relation, vous le savez, patient et médecin, puisque l'information est mieux partagée. C'est aussi un accès à l'information qui peut être très utile aussi à la décision médicale. Il y a un certain nombre de bases de données. Nous, par exemple, à Barthélemy-Durand, on utilise l'application UpToDate, qui est une application qui permet aux médecins de se connecter et de connaître les interactions médicamenteuses, les dernières données de la science sur une pathologie particulière. Voilà, donc ça, c'est aussi une aide à la décision médicale. C'est aussi le numérique, un grand intérêt pour travailler sur l'intervention, le repérage précoce, la prévention, et c'est très adapté au suivi des maladies chroniques avec l'évolution de la santé. Du coup, c'est tout à fait intéressant. Alors, il y a tout un tas d'outils de santé. On pense aux objets connectés, aux applications, différentes applications de santé, des outils de réalité virtuelle, de jeux sérieux pour soigner les gens, par exemple sur les phobies. Ce sont des choses qui existent. Et puis, l'intelligence artificielle évolue très fortement. Plusieurs l'évoquaient. On parle maintenant de détection de la dépression juste par une observation des mimiques par ordinateur et finalement qui serait plus performante qu'un diagnostic peut-être en direct. J'entendais parler également
d'impact sur la cancérologie, où des outils, des applications sont développés pour essayer de connaître l'impact précoce d'un traitement par le fait que le patient rentre tous les jours un certain nombre d'indicateurs de santé dans l'application, application qui est ensuite connectée évidemment avec les professionnels de santé des hôpitaux concernés. Donc c'est vrai que ça ouvre un champ d'évolution positive en termes de santé, au point qu'on dise quand même que l'intelligence artificielle pourrait remplacer les radiologues, pourrait remplacer les médecins. Donc je lance le débat éthique, évidemment, avec aussi le questionnement sur on aime bien tous avoir quand même un médecin à qui parler, qui va prendre le temps de nous écouter, et même si la machine est peut-être plus efficace. Voilà. Bon, donc je lance le questionnement. N'oublions pas également la santé et le numérique. Le numérique, c'est aussi un endroit où on peut devenir addict. L'addiction au numérique, c'est un sujet, c'est une maladie, voilà. Et n'oublions pas aussi les aspects moins positifs, type cyberharcèlement et autres, qui, donc le numérique peut avoir du coup des applications variées et des enjeux variés. Donc c'est vrai que c'est important, on le disait tout à l'heure, il y a une stratégie e-santé qui est en cours, et vu les enjeux qu'on a pu débattre aujourd'hui et les quelques-uns que je viens de citer, je pense que les enjeux sociétaux et d'innovation et d'efficience publique nécessitent qu'on y travaille fortement, parce qu'un gros bouleversement est devant nous. Pour conclure, Monsieur le Président, en tant que présidente de la Commission de santé mentale, vous m'avez tout à l'heure tendu la perche, donc je voulais juste dire qu'effectivement, on est en diagnostic projet territorial de santé mentale avant d'élaborer un projet essonien pour les 5 ans qui viennent. C'est une nouvelle obligation réglementaire. Donc je confirme un certain nombre de sujets qu'on a abordés aujourd'hui. On a parlé beaucoup des médecins généralistes. Clairement, regardez les chiffres, c'était aussi ressorti dans le diagnostic de projet territorial de santé mentale. En Essonne, on est inférieur à la moyenne régionale, qui est elle-même très, très, très défavorisée, puisqu'on est, semble-t-il, au 2e rang des régions de France les plus sous-dotées en médecins généralistes. Évidemment, pas à Paris, mais dans la région Île-de-France. Donc on constate tout ce que vous avez évoqué, on le voit dans les chiffres. On a parlé aussi beaucoup d'autisme et de handicap. Là aussi, clairement, c'est un gros sujet qui ressort dans le projet territorial de santé mentale. Et clairement, on n'a pas de centre de diagnostic, par exemple, dans l'Essonne. Ça manque. Et pour terminer, dans les 2 gros sujets qui sont ressortis dans le diagnostic qui est en cours avec l'ensemble de tous les acteurs de l'Essonne, mais pas que des professionnels de santé, des gens du médico-social, des représentants des familles, des gens de l'éducation nationale. Il ressort donc vraiment les besoins de formation et de sensibilisation des professionnels, des aidants, des AVS, des médecins généralistes, et la question du cloisonnement et de la coordination qui reste un vœu évidemment très important pour gérer le parcours de santé qui nous a tout à l'heure été présenté par quelqu'un tout à l'heure dans la salle. Voilà ce que je voulais dire sur le diagnostic qui est en cours. Merci infiniment. Bien écoutez, on va remercier Madame Pham. On va clôturer ce débat. On a bien retenu, et j'ai bien retenu ce qu'a dit Madame la députée. Il est évident que nous devons inventer, innover. C'est le terme à la mode, mais moi je suis pour un mot ancien. On inventait jadis, et je pense qu'on peut continuer à inventer, et qu'il faut mettre en relation non seulement, comme vous l'avez dit, tous les projets, tous les sujets, les mettre côte à côte, les mettre en relation, en symbiose, mais également mettre en relation tous les individus. Je pense que c'est ce qu'on a fait ce soir, c'est-à-dire qu'on est des citoyens qui avons exprimé à la fois nos craintes, nos angoisses, nos désirs, nos besoins. Il est important que la société en prenne acte. J'espère que nous pourrons faire des assises de la santé, pas seulement pour revendiquer un hôpital, mais pour envisager la médecine et la santé des années qui viendront, parce qu'effectivement ça va changer, parce que les moyens techniques ont changé, parce que les hommes ont changé, mais également parce que, je le rappelle, les dépenses de santé ne sont jamais que des dépenses pour la vie, c'est-à-dire pour ce qui est le plus fondamental, et que les dépenses de santé ne sont pas des choses que l'on jette, mais elles font bien vivre un système économique qu'on a oublié complètement,
que la santé, c'est également un élément économique et qu'il faut arrêter de regarder des trous, d'ailleurs qui diminuent très largement, de la sécurité sociale et de se culpabiliser. Il n'y a aucune culpabilisation à vouloir vivre et à vouloir vivre en bonne santé. Je crois que ça pourrait être la conclusion de ce débat et je vous en remercie.